Bien, merci à tous. Sans plus tarder, nous allons commencer ce premier symposium. Merci. Sur la sexualité et la parentalité. J'appelle donc les personnes qui animent ce symposium. Joël Mignot, membre du comité exécutif de la chaire, le professeur Laurent Mandelbrot, qui est le président du comité scientifique de la chaire UNESCO, que je remercie chaleureusement. Grâce à lui, depuis 2010, eh bien, nous sommes bien accompagnés, et avec son équipe. Et puis, représentant de la fédération de l'APAJH, si il ou elle est là, oui, merci. Et donc, les personnes qui vont intervenir, la place qui se situe de ce côté-là est pour les personnes qui sont en fauteuil. Donc, Béatrice Idiar-Chamois, sage-femme, et son collègue et confrère Nathan Vrobel, gynécologue, et Corinne Métral, ainsi que Marine Crespin, qui est psychologue. Et ensemble, ces deux personnes sont du Centre Papillon de Bordeaux. Je leur remercie d'être venus jusqu'à là. On va ouvrir cette session. J'étais juste en train de remarquer qu'on avait pris un petit peu de retard, mais on a une session tout à fait passionnante sur la parentalité et handicap. Donc c'est Joël qui va commencer l'introduction. Donc nous n'allons pas du tout perdre de temps. Je voulais simplement tout de même présenter Béatrice et Nathan, que je connais particulièrement, en remerciant bien sûr aussi nos deux psychologues qui vont intervenir pour tout à l'heure. Béatrice, c'est toi qui vas prendre la parole en premier. Non, c'est plutôt moi. Béatrice est une pionnière. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir de dire ça, mais c'est vraiment une pionnière. Et je voulais d'abord vraiment la remercier d'être là, parce que je crois que c'est la seule en France à pouvoir vous présenter ce qu'elle va vous présenter. Alors évidemment en lien avec Nathan Vrobel, puisqu'ils travaillent tous les deux à l'IMM, à l'Institut Mutualiste Montsouris, où ils s'occupent de beaucoup de femmes en situation de handicap. Et voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Nathan Vrobel. Alors Nathan Vrobel, comme Béatrice l'a dit, est gynécologue obstétricien. Il a mis au monde des milliers et des milliers d'enfants. J'en suis témoin puisque j'ai travaillé avec lui pendant plus de 20 ans à l'université Paris 13. Et il est aussi sexologue et surtout il a une sensibilité psy voilà, que je voulais saluer, parce que c'est pas forcément évident chez tous les gynécologues. Et cette sensibilité-là, elle est vraiment très spécifique de ce qu'est Nathan, et vous allez sans doute tout simplement vous en rendre compte vous-même. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée de nous avoir invités à évoquer devant vous quelques aspects, là où nous fonctionnons à l'Institut Mutualiste Montsouris, de l'accès à la maternité des femmes en situation de handicap. Je voulais également profiter, vous m'en excuserez, mais après tout, je prends cette liberté, un moment pour remercier Béatrice Idiar-Chamois, parce que pour son courage, sa ténacité, et d'avoir mis sur pied ce travail à l'Institut Mutualiste Montsouris depuis 2006, travail dans lequel je l'ai rejointe en 2015, début 2015, le 9 janvier 2015, c'est une date comme ça, on se rappelle une fois certains anniversaires. Nous avons ouvert cette consultation de gynécologie qui s'est adjointe à la consultation que faisait déjà Béatrice et pour laquelle elle s'était déjà fortement battue, une consultation d'accès à la maternité et une consultation d'obstétrique. Je voulais ensuite donner un titre à ces quelques propos que je vais tenir devant vous maintenant. Et ces quelques propos, je les ai appelés hérétiques. Hérétiques parce que ce titre rassemble dans un effet de miroir ces patientes qui osent nous consulter et ces consultants qui prétendent les accueillir. Et je voudrais commencer par une vignette clinique. Ils ont pris le TGV depuis la banlieue de Tours au fin de venir poser la question d'une grossesse. Ils souhaitent, dit-elle, avoir un bébé, mais ils ne savent pas, ils ne savent plus par rapport à leur situation de handicap. Presque tous les gynécologues consultés ont eu cette réponse cinglante et définitive:
mais vous n'y pensez pas. Dans votre état. Certains ont ajouté, et puis, comment pouvez-vous concevoir? Et aussi, c'est pas tout de faire un enfant, il faut pouvoir s'en occuper. Pauline est en situation de handicap moteur. Il s'agit d'une infirmité motrice cérébrale depuis 25 ans par anoxie néonatale et prématurité à 32 semaines. Il s'agissait d'une grossesse gémellaire et elle est la deuxième jumelle née à 1000 grammes alors que la première était décédée in utero par syndrome transfuseur-transfusé. Elle est en fauteuil roulant électrique. Atteinte d'une diplégie spastique, elle bénéficie d'une mobilité et d'activité satisfaisantes des membres supérieurs. Elle a bien sûr subi de multiples interventions chirurgicales, orthopédiques, sur ses membres inférieurs, des arthrodèses, des ostéotomies. Je passe dans le détail. Et puis, elle énumère la liste des médicaments qu'elle ingère quotidiennement. Du séroplex, du baclofène, du ditropan et du Xatral pour corriger une vessie hyperactive. Nous prenons connaissance, avec Béatrice, de ces aides matérielles, la sécurité sociale, la AH, la PCH, vous connaissez tous ces sigles, ainsi que ces aides humaines, de son mode de vie, de ses modalités de déplacement, de leur logement et de son accessibilité. Pauline a son bac littéraire. Elle a fait une préparation pour être éducatrice de jeunes enfants. Et malgré son handicap, elle aimerait bien devenir mère. Pierre, son compagnon, 25 ans également. Il est lui-même en situation de handicap moteur, infirmité motrice cérébrale depuis la naissance par anoxie néonatale. Lui aussi a subi des interventions orthopédiques correctrices pour corriger sa spasticité. Et pour autant, il se déplace seul, sans fauteuil et sans canne. Bachelier lui aussi, il ne prend aucun traitement médical et il souhaite essentiellement trouver du travail. Alors ces deux-là, il voudraient avoir un enfant. Ce qui nous apparaît très vite, c'est qu'elle, Pauline, elle veut un enfant avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle. Et puis si ça prend du temps, et si ça prenait du temps à concevoir, c'est ce qu'elle craint. Lui apparaît plus hésitant, voire ambivalent. Il aimerait attendre qu'ils se connaissent mieux dans l'intimité d'une vie commune et pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Nous tenterons de les rassurer, en particulier sur les prises médicamenteuses et sur l'accouchement, de leur communiquer qu'il existe des lieux de possibles prises en charge obstétricales et même des moyens et même des solutions ultérieurement. Nos remarques porteront paradoxalement et essentiellement plus sur l'indice de masse corporelle de Pauline, qui pèse près de 80 kg et mesure 1,50 m, en pointant, on a essayé de pointer les difficultés et les risques pour la grossesse de cette situation. Donc nos remarques ont porté plus là-dessus que sur leur handicap, qui bien sûr ne se transmettra pas à l'enfant à venir. Même si Pauline avait paru surprise par nos hésitations et par les hésitations de son conjoint, par nos remarques et les hésitations de son conjoint, il nous a semblé qu'en partant, en repartant, Pauline s'était rapprochée un petit peu de la cohorte des femmes normales parce que valides. Donc dans le cadre, je reviens à notre activité, dans le cadre de l'accès à la maternité pour les femmes en situation de handicap, je vous reparlerai, puisque Béatrice l'a largement ébauché, je vous reparlerai de notre activité de consultation à l'IMM. Je voudrais préciser d'emblée,
et je pense que Béatrice en sera d'accord, que les éléments organisationnels et médicaux que je vais aborder peut-être un peu brièvement n'ont aucune prétention à la modélisation. Notre prise en charge à l'IMM, elle a connu des évolutions et elle en connaîtra sans doute encore dans le futur. Par exemple, au début, nous consultions, Béatrice et moi, dans des bureaux séparés, proches, mais différents. Et les patientes allaient de son bureau, une fois qu'elle l'avait vu, au mien. Et puis, on a trouvé que ce n'était pas très, très pertinent. Et nous avons ressenti comme impérieux le besoin de recevoir les patientes handicapées ensemble, dans le même bureau, en binôme. Pour accueillir les femmes ou les couples en situation de handicap, le tremplin essentiel, c'est le désir de prise en charge. Que ce soit celui de la structure hospitalière, que ce soit le désir du chef de service ou du chef de pôle, que ce soit celui du personnel. S'il n'y a pas ce désir, il me paraît difficile de recevoir les patientes en situation de handicap. Donc, comme vous le savez maintenant, Béatrice Hidjar-Chamois a initié ce processus en 2006, et puis je l'ai rejointe au début 2015. Ont été mises en place 3 orientations de consultation. Je vous prie d'excuser l'aspect un peu médical ou trop médical de ce que je vais dire. Donc 3 types de consultations. Et je vais vous dire que d'abord vous préciser, mais je crois que ça a été dit, que nous recevons toute personne en situation de handicap, qu'il s'agisse de handicap moteur, où dans les handicaps moteurs dominent les blessés médulaires et les infirmes moteurs cérébraux, ainsi que les scléroses en plaques et la poliomyélite, les séquelles de poliomyélite. Le handicap sensoriel, avec des patientes, la majorité sont malentendantes, ce sont les majoritaires, et Béatrice, je le précise, je pense qu'elle vous l'a déjà dit, mais je le reprécise, et c'est très utile, et c'est très important, parle la langue des signes. Donc elle est notre traducteur. Des patientes en situation de handicap psychique et cognitif, et nous avons depuis quelques mois une abondante patientèle de patientes autistes qui viennent d'associations et d'institutions qui les prennent en charge. Notre souci, c'est celui d'une prise en charge globale de la personne. Une femme dans ses différentes composantes organiques, psychiques, sociales, économiques, conjugales, familiales. Une femme qui nous fait part de l'histoire de son handicap. Donc je disais 3 consultations différentes. Une consultation préconceptionnelle pour entendre le désir de grossesse et tenter avec elle, avec la femme ou le couple, de l'orienter en fonction des différentes composantes anatomiques et organiques, psychiques, sociales, économiques, conjugales et familiales. Nous reprenons l'histoire du handicap et comment il continue à faire ce handicap, comment il continue à faire de son désir de grossesse, de son aspiration à la grossesse, un désir hérétique. Nous examinons déjà le projet de grossesse et sa faisabilité, et nous envisageons aussi, préalablement, et nous tentons d'expliquer quel pourrait être le déroulement de la grossesse, avec ses modifications physiques, les modifications de l'équilibre corporel et les risques éventuels, ou pas, de prématurité, ou pas. Nous essayons d'évoquer aussi les retentissements des médications en cours et leur substitution si c'est nécessaire. Et nous envisageons aussi l'accouchement dans notre unité en rassurant, en essayant de rassurer sur l'aspect toujours angoissant de l'accouchement, de la mise au monde, et ainsi que la prise en charge du nouveau-né. Une deuxième consultation, une consultation gynécologique maintenant. Cette consultation concerne la contraception, l'infertilité ou bien des symptômes gynécologiques, que ce soit des ménos ou des métrorragies, des douleurs pelviennes, des infections, des mycoses, etc. Nous tentons de ne pas rester focalisés sur le symptôme, mais de tenter de le réintégrer, ce symptôme, autant que faire se peut, dans une globalité de la patiente.
Nous disposons de matériel d'examen qui facilite l'accessibilité comme table d'examen, modulaire et orientable, un lit d'autonomie, une planche de transfert, un lève-malade électrique. Une consultation obstétricale, c'est la 3e consultation, enfin, qui permet la surveillance de la grossesse, son retentissement sur le handicap et le retentissement, à contrario, du handicap sur la grossesse. Donc notre travail obstétrical va s'orienter dans trois directions essentielles. Premièrement, la question de la spasticité et la prise en charge de la spasticité chez les patientes spastiques, bien sûr. Le risque d'HRA, d'hyperréflexie autonome chez ces patientes. Les aspects neurologiques, par exemple le retentissement vésico-sphinctérien et les montages urologiques qui peuvent déjà exister, la recherche de syringomyélie, les problèmes infectieux aussi, avec une surveillance régulière, très régulière, sur le plan urinaire, la qualité des autosondages et la mise en place éventuelle d'un antibiocycle. Bon, je ne voudrais pas prétendre à l'exhaustivité, je ne voudrais pas non plus prendre trop votre temps. Je voudrais terminer, pour terminer sur 2 points. D'une part, la nécessité de travailler en réseau. Nul ne saurait prétendre tout savoir. Avec le suivi d'hospitalisation en obstétrique, une prise en charge en salle de naissance ou au bloc opératoire s'il s'agit d'une césarienne, puis plus tard, en suite de couche, une prise en charge qui se doit d'être bienveillante et harmonieuse. Une collaboration également avec le service de réadaptation fonctionnelle, dont nos patientes sont souvent originaires. Une collaboration avec nos confrères urologues, parce qu'il y a des modifications vésicales et ou des infections urinaires à prévenir ou traiter. Enfin, des collaborations avec les généticiens sur le risque éventuel de transmission des difficultés et la nécessité ou pas d'un diagnostic d'un DPNI. Une collaboration avec les cardiologues et les diabétologues, bien entendu. Et enfin, une question importante qui est la question des polymédications et des risques ou pas des traitements en cours. Nous utilisons très très facilement les services du CRAT, du Centre de recherche sur les agents tératogènes, qui nous rend bien des services tout à fait documentés. Que dans les 3 catégories de consultation, qu'elles soient exprimées ou pas, rarement exprimées, le plus souvent pas exprimées, apparaît en filigrane, comme sur un billet de banque, c'est-à-dire ce qui confère l'authenticité du billet de banque, c'est le filigrane. Eh bien, apparaît en filigrane la question de la sexualité. La question de la sexualité qui réintègre aussi celle du partenaire, qu'il soit valide ou pas, ou handicapé. Cette sexualité, elle peut faire problème ou pas, ou peu. Mais c'est un discours qui reste trop souvent encore inaudible, voire obscène. Il me paraît pourtant qu'elle constitue un droit inaliénable, que vient contredire la parole « mais vous n'y pensez pas » de certains soignants. Je terminerai donc en reposant la question « Qui sont les hérétiques ? Les personnes handicapées qui désirent l'accès à la parentalité ou bien celles qui tentent de répondre « Voyons comment cela est possible ». L'accessibilité pour les personnes handicapées n'est pas que topographique et matérielle, elle réside aussi, me semble-t-il, dans la tête des soignants. Je vous remercie. Merci Béatrice, merci Nathan. Alors moi j'aurais juste un mot. Vous êtes un couple d'enfer. Alors continuez. Bon, on fera une discussion groupée, hein, donc gardez vos commentaires et vos questions. On va passer à la deuxième partie, mais qui fait vraiment le pendant de la question faire un enfant. Mais le tout n'est pas de faire un enfant, c'est de pouvoir s'en occuper. Ce qui introduit la deuxième partie de cette session. Je présente donc Madame Corinne Métral, qui est présidente du centre Papillon à Bordeaux et qui est infirmière puéricultrice, qui a une très longue expérience dans le domaine de la petite enfance, aussi bien à l'hôpital qu'extra-hospitalière, et Marine Crespin, qui est psychologue du centre
et qui a aussi une expérience dans le domaine de la petite enfance et du handicap dans différents domaines, comme elles vous le diront. Donc elles feront cette présentation en duo. J'espère que l'ordinateur est arrivé, j'avais demandé. Oui. Puisque c'est... Sinon, attendez, il y a eu un petit... Bonjour déjà à tous. Vous pouvez constater un petit peu que ce n'est pas mes habitudes d'intervenir comme ça en grand public parce que je suis quelqu'un de terrain. Donc m'en voulez pas si ma voix va peut-être vaciller ou n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Donc je tiens à remercier aussi toute l'équipe là, de nous avoir invités parce que c'est fort agréable de venir à Paris quand on est de la province. Voilà, faut le dire. Et donc là, je vais vous mettre le diaporama. En plus, je suis nulle dans les... J'espère que... Je suis nulle dans la technique. Voilà. Le film... Alors déjà, je ne vais pas parler de trop. Je vais vous donner... Je vais vous présenter 3 petites vidéos. Une première petite vidéo qui va présenter le Centre Papillon, qui est géré par l'association Grandir Ensemble, où on est toute une équipe et il y a une présentation. Donc, c'est celui-là. Si je peux... C'est bien, là, technicien, cool. Et après... L'association Grandir Ensemble donne naissance en mai 2014 au Centre Papillon, un lieu spécialement dédié à la parentalité et à l'handiparentalité. Unique sur Bordeaux, cet espace centré sur la santé et le bien-être est un point clé d'écoute, de soutien et d'accompagnement pour toutes les familles, et ce, quelles que soient leurs spécificités comme la culture ou le handicap. Aux côtés de l'association Handiparentalité, le Centre Papillon propose depuis novembre 2014 un service d'accompagnement spécifique pour les familles porteuses de handicap moteur ou sensoriel. Notre équipe pluridisciplinaire rassemble des intervenants issus à la fois des domaines de la santé, de la petite enfance, mais aussi de la justice, qui anime des ateliers chaque semaine, comme l'atelier massage bébé, les rendez-vous petit yogi, des séances d'initiation à la langue des signes, et vous permettent également de bénéficier de séances individuelles et du suivi d'un professionnel. Parmi les membres de notre équipe, vous pourrez notamment retrouver des puéricultrices, médecins acupuncteurs, ostéopathes, sages-femmes ou encore psychologues. Aujourd'hui, le Centre Papillon se veut être avant tout un lieu ressource pour soutenir les familles, changer le regard sur les parents porteurs de handicap et assurer une parentalité sereine et épanouissante. En plus, j'ai l'habitude de travailler sur Mac. Je suis désolée. Voilà. Après, là ici. Et puis après, j'en aurai une autre. Donc ça, je peux marquer les films. Du coup. Donc, vous pouvez voir là qu'au niveau de la présentation du Centre Papillon, on a une prise en charge globale de la famille jusqu'au 9 ans de l'enfant, à la fois sur le plan médical, psychosocial et culturel, et tout ça pour un bien-être physique et psychique et social. On a voulu s'appuyer sur la définition de l'OMS, parce que pour nous, effectivement, c'est très important, puisque la définition de la santé par l'OMS, c'est bien un état de complet bien-être mental et social, et ça ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Sur le Centre Papillon, il est important aussi que, vous avez vu dans le petit film, qu'il y ait une mixité sociale. Parce que pour nous, être parent, c'est être parent. Hein. On a les mêmes questionnements,
quoi qu'il arrive, quand un parent porteur de handicap arrive, c'est comment mon bébé va dormir, comment je vais le baigner. Les questions sont les mêmes. Donc c'est sûr que nous, on veut une mixité, ce qui permet aussi une entraide et une solidarité entre les familles et un regard différent sur le handicap. On se retrouve tous donc sur un lieu. Après, l'accès aux soins, bien évidemment. Et on a aussi un travail en transdisciplinarité, puisque, vous avez vu, on est plusieurs professionnels, alors majoritairement bénévoles, puisqu'on a un salarié. Et les difficultés que Mme Idiar Chamois a pu évoquer, on a les mêmes au niveau du budget, hein, ça je ne vous cache pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est beaucoup bénévoles. Et tout ça dans le respect du secret professionnel. Pour nous, c'est important. Alors, les interventions, comment ça se passe? Il y a un accompagnement, vous avez vu, individuel, des visites à domicile, des ateliers de puériculture, des ateliers aussi collectifs. On a une puéricultech qui a un matériel, un prêt de matériel adapté. Et bien sûr, on travaille en réseau et en partenariat avec les différents partenaires sur la Gironde, tels que la PMI, le CHU, les maternités, les SAVS, l'IRSA et les multi-accueils, puisque là, effectivement, quand on est parent, à un moment donné, on a besoin de faire garder son enfant. Même si on pense que quand on est porteur de handicap, on n'a pas besoin de faire garder son enfant puisqu'on est à la maison. Mais on travaille aussi. Donc c'est un peu... voilà. Et on a des réunions de synthèse entre professionnels, puisqu'on se rencontre pour essayer de faire le point sur les familles. Et on rencontre aussi tous les partenaires extérieurs dans les staffs, dans les réunions de synthèse de PMI, puisque pour nous, cette rencontre et ce travail de partenariat est hyper important, parce que ça permet de mettre en lien les partenaires et nous-mêmes, puisqu'à un moment donné, nous, on ne peut pas intervenir auprès de la famille. Il y a les puéricultrices de PMI qui peuvent faire le relais. Donc pour nous, c'est important. Et c'est ce que je disais avec Marine Crespin tout à l'heure, ça permet aussi de changer le regard. Parce que si on va à la rencontre des professionnels qui sont à l'extérieur du centre papillon, ça permet de changer le regard et de leur faire prendre conscience qu'effectivement, un parent porteur de handicap, il peut l'être parent, et il peut être comme vous et moi, hein, voilà. Surtout moi, puisque je suis valide. Alors, ce qu'on va faire, là, il y a un petit film que je vais vous passer, et après, je vais donner la parole à ma collègue qui va vous exposer justement une situation qu'on a eue, ce qui est un peu plus concret que de parler comme ça. Alors le film, je ne sais pas comment on fait pour... Merci. Ouais, merci. Oui, c'est ça. Nous, on va l'utiliser sur la table allongée. Alors, on va s'imaginer que c'est la table allongée. On va le mettre dessous le matelas pour que tu puisses, toi, avoir un regard visuel avec ton enfant. Et interagir visuellement. Et interagir. Laura, 36 ans, est en plein repérage. Elle choisit avec Corinne, infirmière puéricultrice, du matériel dédié aux nourrissons et adapté à son handicap au centre papillon. Et elle a décidé de s'y prendre très en avance. Son conjoint et elle suivent une procédure de procréation médicalement assistée depuis quelques mois. Les personnes en situation de handicap anticipent énormément parce que, bien évidemment, ils sont obligés de prouver beaucoup plus que les autres que le bébé va être en sécurité, que le bébé va être bien porté. Et tout ça, nous, valides, on n'est pas obligés de le prouver. Eux aussi. L'utiliser aussi parce qu'ils sont... Du lit au change, du bain à la sieste, tout est étudié dans le moindre détail. On vient ici chercher des informations, voir un peu, se renseigner pour le matériel. Le fait d'avoir ce service, ça nous permet effectivement de savoir les possibles, les non possibles, de prendre confiance
Et cette confiance-là, elle est importante dans la future parentalité. Les futurs parents en situation de handicap ont aussi la possibilité d'aborder ces questions matérielles et logistiques lors d'un entretien prénatal avec Anne, sage-femme bénévole. Il faudrait un lit déjà avec une ouverture latérale. L'occasion pour Anne de répondre aux craintes de Justine, enceinte de 3 mois. C'est le retour à la maison souvent qui fait peur, parce qu'on finalement la grossesse c'est très abstrait, on se prépare psychologiquement, mais finalement quand bébé est là, il faut y aller. Et il faut effectivement se préparer matériellement, c'est souvent ça qui fait peur. Et puis aussi au niveau de l'autonomie, Justine a très bien dit, elle connaît ses limites, mais elle a aussi très peur de ne pas pouvoir assumer pleinement son rôle de mère par rapport aux mères qui ne sont pas porteuses de handicap. Toutes les deux prévoient de se revoir au cours des 6 prochains mois de la grossesse de Justine pour poursuivre la préparation du retour à la maison. Merci. Bonjour à tous. Pour illustrer un petit peu ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, nous avons choisi de vous présenter un couple. Donc, Monsieur et Madame B, c'est un jeune couple en situation de handicap moteur. Ils se déplacent tous deux en fauteuil roulant électrique à l'extérieur du domicile, puis ensuite en fauteuil manuel pour Monsieur à l'intérieur. Et Madame, quant à elle, utilise des béquilles quand elle est à son domicile. Ils présentent aussi tous deux une spasticité relativement importante au niveau des membres supérieurs. Donc ce jeune couple vient nous rencontrer pour avoir des informations sur notre association avant la grossesse de Madame et nous ressollicite dès le début de la grossesse spontanée. Donc on les a revus. Globalement, Madame était enceinte d'1 mois et demi, 2 mois, dans mes souvenirs. C'est un couple qui se décrit comme très indépendant, ils vivent en logement autonome, n'ont pas d'aide extérieure, la famille n'est pas à proximité. Et ils sont très très actifs, ils ont une vie sociale très riche. Monsieur est un grand passionné de poker, du coup il voyage énormément pour cette passion-là. Et leur projet d'enfant leur paraît tout à fait naturel, mais ils expriment quand même des craintes, des peurs quant aux préjugés autour de leur parentalité. Monsieur témoigne d'ailleurs, il nous dit, voilà, il va vraiment falloir prouver qu'on est capable, qu'on y arrive. Donc, avec ce couple, nous avons travaillé sur 3 axes. Le renforcement des compétences parentales, les compensations techniques et humaines et tout le travail en partenariat avec les différentes structures. Donc, je vais les reprendre rapidement. Nous avons travaillé au plusieurs de nombreuses, même d'ailleurs, visites à domicile en transdisciplinarité, donc puéricultrice, psychologue, psychomotricienne et surtout avec le couple, puisque il est quand même le premier à connaître ses souhaits et à avoir une connaissance pointue de son vécu du handicap au quotidien. Donc c'est pour nous central, bien évidemment. Donc concernant l'axe 1, renforcement des compétences parentales, mais surtout de la confiance en soi, donc nous avons beaucoup échangé avec le couple autour des questions qu'ils avaient sur leur représentation, qu'ils avaient eux-mêmes de la parentalité, de ce qu'est un parent, de ce qu'ils s'imaginaient devenir comme parents. Nous avons aussi travaillé sur leur représentation des rôles, par exemple, du service de protection maternelle et infantile, des images qu'ils en avaient. Et le couple exprime leur crainte du placement de leur enfant. Ils disent avoir tendance, en plus, à perdre leurs moyens quand ils se sentent observés. La spasticité joue beaucoup. Et du coup, nous avons effectué tout un travail de réassurance en expliquant l'importance de l'anticipation des besoins, justement pour contrer les préjugés des différents professionnels et les peurs. Et d'où, éventuellement, une demande de placement rapide. Concernant l'axe 2, compensation technique et humaine, alors technique vient ici en premier lieu tout ce qui est de l'ordre de la puériculture adaptée. Donc là, effectivement, c'est très pratico-pratique. Notre objectif était de prendre en considération tout l'aspect du confort relationnel et de la sécurité du bébé, bien évidemment. Donc nous avons fait de multiples mises en situation en prénatal et en postnatal, donc au niveau du change, du bain, de tous les transferts. Nous leur avons donc prêté du matériel comme un plan incliné pour pouvoir être en échange visuel avec leur bébé,
une baignoire sous laquelle monsieur et madame pouvaient passer avec le fauteuil, des coussins pour permettre des transferts en sécurité. Et notre challenge, c'était de trouver des modes de portage qui conviennent à la fois au fauteuil manuel et au fauteuil électrique. Donc là, ça a été un petit peu sportif, mais nous avons trouvé. À force, donc maintenant, nous avons une connaissance accrue de tous les porte-bébés. Voilà. Et nous avons aussi travaillé en ce qui concerne l'aide humaine sur l'intérêt d'un étayage par une technicienne d'intervention sociale et familiale, puisqu'en premier lieu, ça n'intéressait pas du tout le couple, ils n'en voyaient pas du tout l'intérêt. Et petit à petit, nous avons pu les aider à envisager, en se mettant en situation, dans quelle mesure cette intervention, cet étayage pouvait leur être favorable, ne serait-ce qu'en termes de repos, d'économie d'énergie, comme chaque parent, je pense, souhaiterait pouvoir en bénéficier à certains moments. Et l'axe 3, enfin, donc, qui concerne, et là c'est tout un gros travail, tout le travail en partenariat, donc encore une fois en anténatal et en postnatal, avec les services de la maternité, pour très concrètement préparer le séjour à la maternité, être sûr qu'ils allaient pouvoir avoir une chambre disponible relativement, assez grande pour les déplacements, avec une salle de bain aussi le plus adaptée possible. Quand leur petit bébé est né, nous avons refait des visites à la maternité pour évaluer comment le couple s'appropriait ce nouveau rôle. Nous avons rencontré les équipes, participé au staff avec l'équipe médicale, car cette équipe était très très inquiète quant aux capacités du couple à pouvoir répondre aux besoins du bébé. Il a été décidé, après un entretien avec la famille et l'équipe médicale, que le couple et leur bébé seraient accueillis temporairement par des amis à la sortie de la maternité. Le but étant qu'ils puissent prendre leur marque tranquillement. Puis nous nous sommes mis en relation avec la PMI pour mettre en place des visites conjointes avec la puéricultrice de PMI. Et après un mois, ils sont rentrés à leur domicile. Une intervention d'une technicienne d'intervention sociale et familiale s'est mise en place, tout en parallèle continuant l'accompagnement de notre part, puisque au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, le matériel de puériculture évolue et les questionnements des parents quant à leur enfant évoluent aussi. Et du coup, à ce jour, ce que l'on peut observer, c'est que les relations précoces et les relations d'attachement se sont bien mises en place. Le développement psychomoteur du bébé est tout à fait favorable et on peut observer un bon accordage enfant-parent, tant au niveau psychique que moteur, grâce, je pense, à un bon étayage, à une anticipation et à un réel travail de partenariat pour faire évoluer les regards sur l'antiparentalité. Je crois qu'il y a un petit film. Voilà, un petit film qui va vous présenter justement le quotidien du Centre Papillon, en sachant qu'on est aussi formé en langue des signes pour pouvoir privilégier l'accueil des parents porteurs de handicap sensoriel. Il est important que les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel bénéficient d'un accompagnement à la parentalité comme toutes les autres familles. Le Centre Papillon existe depuis le 1er mai 2014. C'est un centre qui accueille tous les futurs parents et parents porteurs de handicap moteur et sensoriel, mais aussi les autres parents qui sont valides. Tu t'es débrouillé bien en rampant. T'as vu comme il a changé? Nous, on est là en tant que professionnels, sage-femme, infirmière puéricultrice, médecin acupuncteur, auxiliaire de puériculture, pour les guider et pour renforcer leurs compétences. On lève les petites fesses. 1, 2, 3. Hop là! Tu la donnes à maman? Cette mixité, pour moi, c'est très intéressant et puis c'est très important parce que justement, ça permet de se retrouver tous ensemble et puis ça permet aussi à ma fille d'évoluer dans un milieu où elle ne fait pas de différence.
Au Centre Papillon, on propose des ateliers qui sensibilisent au handicap. Donc on va proposer un atelier langue des signes. Bonjour. C'est une auxiliaire de puériculture malentendante qui propose cet atelier. Merci. S'il te plaît. Dans l'atelier langue des signes que je propose, il y a des familles entendantes, une famille dont le papa est sourd. Il n'y a pas de barrière, il y a une solidarité et surtout une notion de place. C'est hyper important au jour d'aujourd'hui, quand on est porteur de handicap, d'avoir sa place dans la vie, dans la société. Saute, 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 saute. J'aime venir ici parce que mon fils, il peut apprendre la langue des signes, il rencontre d'autres enfants. J'aime bien le mélange avec les personnes entendantes, le groupe. Il dit que c'est intéressant et que c'est bien. Voilà, il ne faut pas s'isoler, il faut que le groupe apprenne à vivre ensemble. Voilà. Comme ça, on apprend, on s'aide. Plus tard, je pourrai signer, ils pourront signer. Ce qui m'émeut le plus, c'est de voir les parents qui peuvent arriver démunis. On leur dit, mais posez-vous, on va réfléchir ensemble, mais c'est bon, ne vous affolez pas. On les rassure, et là, ils trouvent leur solution. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, comme très ça, bien, là, petit comme bras tu comme fais. ça, par exemple. Hop, pour bien la soutenir ici. Et là, je passe ses jambes. Bon, Vicky, elle est plus légère que... Elle est plus lourde, pardon, que ma fille. Okay. Les mamans en fauteuil roulant, elles trouvent des difficultés dans la manipulation du portage. Ça va être très compliqué avec les accoudoirs, avec l'histoire de lancer l'écharpe dans le dos. Donc il faut réfléchir à des porte-bébés adaptés pour que ce soit le plus facile possible. Regarde, nickel. Même si j'ai mes propres astuces, c'est toujours bien de les faire valider par une puéricultrice. Ça permet de confronter nos points de vue et s'assurer qu'on va dans le bon sens et pour le parent, donc moi en tant que maman, et pour le bébé. Tu te sens à l'aise? Très bien. Parfait. C'est ça. Être parent de porteur de handicap, c'est un parcours du combattant, puisque il faut prouver régulièrement ses capacités à être parent, et encore plus que les autres. Ma plus grande satisfaction, ce serait qu'il y ait des centres papillons dans toute la France, que ça fasse des petits partout, et que les gens puissent avoir un regard différent sur le handicap.